Mais voilà, le chemin de la vie se fait comme ça. Petit à petit, on devient expert du sujet, en fait, parce que finalement, moins t'en sais, plus tu cherches et plus justement tu deviens compétent dans le domaine, quoi. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que les opportunités business sont plus sont des outils pour notre projet personnel, notre projet de vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'épanouit le plus, c'est pas tant l'immobilier qui me passionne, bien sûr, hein, mais c'est la gestion d'entreprise, c'est de développer le projet, d'amener les équipes dans le projet. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont complètement passionnantes, enfin, qui t'arrachent la tête soir et week-end. Ma génération, la seule façon que tu avais d'apprendre, c'était soit d'avoir du réseau, des gens qui connaissaient déjà autour de toi, parce qu'il y a voilà, c'est ancestral. Et dans mon cas, si tu veux, je suis fils de classe moyenne, banlieue bordelaise, mon père qui travaille, ma mère qui est au foyer, donc un environnement bourré d'amour, mais où il n'y a pas de voilà, il n'y a pas ce type de compétences entrepreneuriales, investisseurs, etc. Donc en fait, la seule façon que moi j'avais d'apprendre, c'était d'essayer. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, je te préviens, Jean, on est sur un podcast sérieux, je t'arrête tes conneries. Pour une fois, on va essayer de faire ça comme il faut, d'accord? Ah, c'est pas ce que tu avais dit en off, je suis vraiment déçu. Bon, comment tu vas? Salut Gérald, ça va super bien, ravi d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je pense qu'on va raconter la petite anecdote de l'invitation sur ce podcast. Vas-y. Ah non, je te laisse commencer, moi je corrige. Ah mais non, tu le raconteras mieux que moi, je t'ai trouvé très très sévère. Ah le mec m'envoie un WhatsApp vocal en me disant « Oui Jean, est-ce que tu peux venir à mon podcast, s'il te plaît, tout ça ?» Et le WhatsApp vocal, il durait 2019. C'est tellement long que je me rappelle. Et il s'excusait presque de m'inviter, quoi. C'est une catastrophe. Donc, au bout de 20 secondes, j'en avais déjà marre et j'avais qu'une envie, c'était de raccrocher pour dire « Mais go, on y va, avec grand plaisir. Vas-y, raconte-moi. » Bon, on passera le petit commentaire que tu m'as fait juste après au téléphone, parce que je pense que ça intéresse pas trop les gens, mais en tout cas, tu as su me remettre l'église au milieu du village. Et en tout cas, les invitations au podcast, même si c'est avec des potes comme toi, on fait, c'est une belle école de l'humilité, parce qu'en fait, on est un petit peu petit chat pour demander aux copains de venir passer une heure, alors qu'on aurait très bien pu le faire autour d'une bouteille de pinard en tant que bon bordelais, mais je me suis senti tout timide pour te demander, et du coup, merci d'avoir accepté malgré mon invitation un peu chaotique. Est-ce que tu peux te présenter pour les ignorants de l'internet qui n'ont pas eu la chance de croiser tes vidéos, mes pubs, mes vidéos, ouais, je m'appelle Jean Laplace, j'ai 38 ans là, au moment où on fait ce podcast. Alors mon titre social, c'est je suis marchand de biens depuis 2014, donc c'est en fait j'ai une société qui fait de l'achat-revente immobilier, donc j'achète des biens en vue de les revendre, des immeubles, des appartements, des terrains, des maisons, etc. Mais l'histoire n'a pas commencé là. Je te fais la version courte. Après le lycée, je pars en peloton d'intervention de gendarmerie. Je suis major de promotion en gendarmerie parce que à l'époque, je faisais beaucoup d'arts martiaux au lycée. J'avais très envie en fait de faire un truc en lien avec ça, et je me sentais pas du tout de continuer les études. Donc après mon bac, je pars là-dedans et je me transforme un petit peu du cancre au lycée qui a eu son bac avec 10,33 de moyenne. En faisant un basse-shootage sur les 17 derniers jours, je me retrouve 6 mois après être major de ma promotion. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que je comprends que dès que t'es dans un projet que tu choisis, ta puissance est infinie par rapport à une situation que tu subis, tout simplement. Un classique. Donc, peloton d'intervention de gendarmerie. Très vite, je me rends compte que la mission elle est extraordinaire, mais que les conditions correspondent pas du tout à ce que je cherche à réaliser. Donc, je pars de là avec l'idée de devenir pompier. Malheureusement ou heureusement, j'ai un accident de moto qui me vaut 1 an de rééducation, qui m'apprend énormément de choses. C'est pour ça que je te dis malheureusement ou heureusement. Et après 1 an de rééducation, travail, tout ça, j'arrive à intégrer les sapeurs-pompiers de Paris. Je finis 2e à l'école des sapeurs-pompiers de Paris pour la même raison, parce que tu vois, je suis complètement à fond sur le projet. Et il se passe exactement la même chose que la gendarmerie. En fait, j'avais pris ces 2 métiers en mode métier vocation pour aider les gens. La mission est extraordinaire, mais le cadre d'emploi est catastrophique. Il correspond pas du tout à mon besoin de liberté, à mon besoin d'épanouissement, mon besoin de choisir mon planning comme j'en ai envie. Enfin voilà, tous les détails du quotidien qui font que tu te sens étouffé, quoi. Donc je pars de là, vide sidéral, mais qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je fais? Et je me retrouve à devenir topographe géomètre. Alors,
personne ne sait ce que c'est. À chaque fois qu'on parle de ma vie, tout le monde me parle de tout sauf de ce passage-là. En gros, c'est voilà, c'est géomètre, tu fais des plans, hein, tu fais des plans de l'extérieur ou de l'intérieur. Et donc, je fais ça pendant un an et demi. Et pour l'anecdote, en fait, j'avais choisi le métier sur la liste des métiers, j'avais rayé les métiers. Cuisinier, non, tu vois. Et il restait, enfin, il y avait ça, tu vois. Je dis, bon, bah, ça a l'air bien, extérieur, intérieur, tu vois, on change pas trop de routine. Et bon, rapidement, je me rends compte que bah, là non plus, c'est pas mon délire absolu. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an et demi, je refais la liste des métiers, hein, vraiment, hein, je refais la liste des métiers. Et là, je me retrouve à choisir entre comptable et agent immobilier. Tu vois vraiment le délire que c'était. En fait, le mec, c'est pas du tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Et je me dis, agent immobilier, tu pourras bouger un petit peu plus, tu seras en extérieur, tu pourras choisir ton emploi du temps. Il y aura peut-être des primes de temps en temps si tu fais bien des ventes. Donc, je pars pour agent immobilier. Tout ça, à chaque fois, complètement à l'arrache, sans formation, en me débrouillant pour être commissionné. Et voilà. Donc, je me retrouve agent immobilier. Je fais ça pendant 3 ans, en gros, si on passe les détails. Et c'est à ce moment-là que je découvre les promoteurs, les marchands de biens, tous ces gens qui semblent avoir une vie qui correspond à ce que je cherche, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, possibilité de rémunération intéressante, épanouissement, enfin, etc. Et donc, en 2014, je lance avec mon associé, qui est toujours mon associé d'aujourd'hui, qui est un ami, je lance ma boîte de marchand de biens. Et donc, cette boîte passe de 300 000 euros de chiffre d'affaires la première année à la dernière année enregistrée, 3 millions et quelques. Et on devrait faire autour de 6 à 7 millions de ventes cette année. Alors, c'est plus du chiffre d'affaires parce que ça se complique. Il y a des groupes et des entreprises de partout qui interviennent. Mais en gros, 6 à 7 millions, tu vois. Donc, un trajet super sympathique, alors, qui se fait pas comme ça, les doigts dans le nez, hein, mais donc ça. Et en parallèle, donc c'est pour ça qu'en général, on peut éventuellement connaître mon nom. En parallèle, en fait, j'ai lancé à partir de 2015-2016 une société de formation en ligne qui en fait est née d'un site en ligne où je partageais tout simplement ma passion pour l'immobilier, mes expériences dans l'achat-revente, mes déboires, etc. Et très rapidement, les gens m'ont dit oui, mais comment tu fais ça? Enfin, le classique en général quand on démarre dans la formation. Et donc aujourd'hui, l'équipe s'est étoffée de ce point de vue-là et on propose des formations pour l'achat-revente, l'investissement locatif et petit à petit on a des projets par rapport, donc ça je pense qu'on en reparlera tranquillement, mais on a des projets par rapport à tout ce qui est autour de l'éducation financière. En gros l'idée c'est très simple, c'est de répondre à la névrose que j'ai eue il y a 10 ans ou 15 ans quand moi je trouvais pas mes réponses, tu vois. Donc c'est le besoin de repartager ça à tous ceux qui seraient dans cette situation et voilà, qui n'ont pas connu qui n'ont pas forcément la réponse. Mais alors, du coup, tu m'as spoilé les 3 quarts de mes questions, donc je te remercie. T'inquiète. Marchand de biens, c'est ultra technique. L'urbanisme, la compta, le financier, etc. Alors, c'est ultra technique, c'est pas peut-être comme ça que tu veux qu'on le dise, mais dans tous les cas, ça ne s'invente pas. Si tu le dis, c'est que tu le penses, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose de. En tout cas, c'est vrai pour toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Marchand de biens, c'est ultra technique. C'est pas ultra technique dans le sens où c'est compliqué à faire. C'est ultra technique dans le sens où si tu connais pas les 3 détails importants, je simplifie un peu l'histoire, les conséquences sont beaucoup plus graves que dans d'autres projets. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que beaucoup de projets d'entrepreneuriat, que ce soit e-commerce, investissement locatif, tout ce que tu veux, vont être très techniques. Simplement, les enjeux sont peut-être pas forcément les mêmes. Mais en général, il y a un miroir entre les enjeux et l'opportunité d'explosion financière, tu vois. Donc oui, il y a une spécificité sur. Il y a en particulier une en fait qui est la TVA. On va peut-être pas parler de ça dans le détail, mais sinon sur le reste, ça se comprend très bien. Quelqu'un qui achète sa résidence principale, qui fait des travaux, on n'est pas beaucoup plus loin, que ça. Si après tu rentres dans des opérations plus complexes, c'est que finalement tu les comprends. Donc voilà, sinon tu y vas pas, tout simplement. Il y a pas de. Et toi, au départ, justement, tu te formes comment? Tu dois te casser la gueule pour comprendre ou? Ouais, je paye, comme on dit. Alors, je paye pourquoi? Pas parce que je prends des formations, mais parce qu'en fait, alors pour comprendre l'histoire, tout ce parcours professionnel, c'est toujours une histoire personnelle derrière. Notre parcours professionnel, c'est souvent une opportunité qu'on saisit pour aller vers un objectif personnel. Tu vois, on est toujours animé par ça. Moi, en fait, on parle de vision, tu vois, de qu'est-ce que tu voulais réaliser. Moi, ma première vision, en fait, elle était très simple. C'est juste, je voulais plus être salarié. Je vivais vraiment, chez moi, c'est un défaut, c'est une névrose, tu vois. Je ne voulais plus subir le lundi matin, tu vas à 9h et tu restes jusqu'à 18h parce que sinon, c'est que tu as mal travaillé, tu vois. Je voulais plus subir ça. Et aujourd'hui, je suis tellement épanoui j'ai plein d'autres problèmes, mais je me sens bien de venir à mon travail, pour mon entreprise. Voilà. Et donc, la première vision, c'était ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, pour encore une fois essayer de faire la version courte, c'est que quand j'ai décidé de me lancer, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai revendu ma résidence principale, ce qui était un petit appartement, une espèce de maison-appartement sur Bordeaux Centre.
J'ai fait une plus-value de 50 000 euros. Donc, dans l'état d'esprit du projet, ça marchait bien déjà. Et l'idée, ça a été très simple, c'était de dire, bon, ok, je sais pas ce que va donner ce projet, mais j'ai 50 000 euros pour tenir pendant, on va dire, 2 ans, tu vois, ça faisait 25 000 par an. Et l'idée, c'est de dire, pendant 2 ans, je mettrai plus mon costume. Et si ça marche pas, j'ai gagné 2 ans, quoi. J'ai gagné 2 ans. Si ça marche, c'est parfait. Et finalement, tu vois, ça a marché. Et j'ai d'ailleurs même pas utilisé ces 50 000 euros pour le projet professionnel. C'était vraiment de la réserve pour dire, voilà, je tiens pendant, enfin, j'ai dit 2 ans, hein, c'est pour simplifier. Hein. Et donc, en fait, on s'est lancé avec mon associé dans un premier projet qu'on a essayé de monter comme on pouvait. Et projet par projet, si tu veux, c'était bourré d'erreurs. Le premier projet, enfin, il y en a tellement sur le premier projet. On a fait déjà la démolition. Donc, le premier projet, c'était quoi? C'était on achète une vieille maison qu'on a démolie et on a revendu 3 terrains. Tu vois, c'est voilà, assez simple. La démolition, on l'a payé 25 000 euros en équivalent de ce j'aurais dû payer si je connaissais ou si je savais comment ça fonctionnait vraiment. On aurait dû payer 15 000 euros. Tu vois. Donc déjà, perte sèche, direct. Au niveau de la division, on a fait une déclaration préalable. Finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est planté dans la largeur des terrains. Enfin, tu vois comment ça peut partir. On s'est planté dans la largeur des terrains et en fait, on voulait vendre des maisons avec 3 chambres. Et si tu construisais ces maisons, les 3 chambres, en fait, elles faisaient même pas 2,70 m de large. Donc, ça passait plus. Donc, il a fallu reposer un permis d'aménager, tu vois, pour arriver à ce que ça, avec une servitude, pour pouvoir gagner de la surface constructive. Tu vois. Donc, des erreurs, il y en a tout le long. Mais en fait, c'est petit à petit, en faisant les choses les unes après les autres, qu'en fait, on a appris le métier. La découverte de la TVA, pareil, tu vois, je découvre au bout de 2 ans, 3 ans qu'il y a des opérations exonérées de TVA, d'autres avec de la TVA sur la marge, parce qu'en fait, il n'y avait aucune info sur le sujet. Donc, ça a été que du bonheur. Il y en a une toute bête que je dis souvent à mes élèves, c'est en fait, moi, il m'a fallu 3 ans pour savoir qu'en tant que marchand de biens, tu avais droit à la TVA à taux réduit sur tes travaux. Donc, j'ai payé probablement, enfin, en tout cas, plusieurs milliers d'euros, c'est sûr, peut-être des dizaines de milliers d'euros de TVA sur mes travaux que je n'avais pas à payer, juste parce que je n'avais pas d'information, tu vois. Mais voilà, le chemin de la vie se fait comme ça. Petit à petit, on devient expert du sujet en fait, parce que finalement, moins t'en sais, plus tu cherches et plus justement tu deviens compétent dans le domaine, quoi. Si t'avais pas eu ce cas dans l'immobilier, t'aurais pu faire quoi d'autre? Donc t'as parlé de la compta, t'as parlé de géomètre. Alors je t'en donne une autre. On va vraiment avoir toutes les c'est bien, moi c'est autodérision jusqu'au fond. Quand j'ai choisi les pelotons d'intervention de gendarmerie, il y avait 2 choix à ce moment-là aussi. Il y avait pilote d'hélicoptère ou gendarme. Enfin, gendarme en peloton d'intervention, parce que c'était ça qui m'intéressait. Et je t'explique, j'avais 18-19 ans, et le choix s'est fait parce que je me suis dit, écoute, pilote d'hélicoptère, tu vas être assis toute la journée, tu vas te faire chier. tu vois un peu le niveau de maturité du mec. Et je me rappelle encore, hein, je me dis, non, tu vas être assis, quoi. On parle de pilote d'hélicoptère quand même. Donc, qu'est-ce que ça aurait donné? Écoute, franchement, Gérald, j'en ai aucune idée, parce qu'aujourd'hui encore, enfin, tu vois, on discute souvent et beaucoup là au travers de nos rendez-vous de mastermind, de nos rendez-vous d'entrepreneurs, et tu vois bien comment c'est pas du tout ce qui va se passer derrière. On a tous des plans, des structures, mais ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que les opportunités business sont plus sont des outils pour notre projet personnel, notre projet de vie. Enfin, une des raisons qui fait que tu veux me parler, c'est justement pour parler de ça. Mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, l'immobilier, ça a été pour moi une opportunité de quelque chose que j'appréciais, que je comprenais, dans lequel j'avais envie d'essayer, dans lequel, voilà. Et très rapidement, en fait, je me suis épanoui. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce qui m'épanouit le plus, c'est pas tant l'immobilier qui me passionne, bien sûr, hein, mais c'est la gestion d'entreprise. C'est de développer le projet, d'amener les équipes dans le projet. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont complètement passionnantes, enfin, qui t'arrache la tête soir et week-end. Voilà. Je parle à un convaincu, je crois. Tu vois. Ouais. Non, mais bien sûr, mais tu parles à. On aligne. On se comprend, comme ils disent. Exactement. Comment tu as fait ton éducation financière? Parce que toi, aujourd'hui, tu vas plus loin que l'immobilier, donc tu le dis dans ta façon de voir ton métier, mais également dans ton accompagnement. Comment tu as fait ton éducation financière? Comment tu as compris les enjeux qu'il y avait derrière l'argent plus que réellement la valeur des choses qu'on pouvait acheter? C'est assez systémique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent rentrer dans la conclusion. Il y a le comment, il y a le pourquoi, enfin il y a plein de choses qui interviennent. Par où je vais attaquer? La première des choses, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse transition générationnelle on va dire en 10 ans. J'ai pas préparé le speech, donc ça sera pas parfait à l'année près, mais l'idée c'est que les gens de mon âge, tu vois, je suis de 82, les jeux qui étaient autour de moi, en fait, Internet est arrivé,
autour des années 2000, et tout ce qui est information, enfin YouTube, information, etc., ça arrivait de 2010-2015. Je simplifie énormément. Ne nous poussez pas dans les commentaires, comme ils disent. Mais c'est ça l'idée. Et donc, en fait, ma génération, la seule façon que tu avais d'apprendre, c'était soit d'avoir du réseau, des gens qui connaissaient déjà autour de toi, ce qui est voilà, c'est ancestral. Et dans mon cas, si tu veux, je suis fils de classe moyenne, banlieue bordelaise, mon père qui travaille, ma mère qui est au foyer, donc un environnement bourré d'amour, mais où il n'y a pas de voilà, il n'y a pas ce type de compétences entrepreneuriales, investisseurs, etc. Donc en fait, la seule façon que moi j'avais d'apprendre, c'était d'essayer. Et il y a un autre truc qui m'a beaucoup freiné, qui fait que je pense j'ai perdu énormément de temps, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas le statut auto-entrepreneur. Donc en fait, moi je sais que j'ai attendu des années parce que lancer une SAS, ce que je ferais aujourd'hui, tu vois, en un claquement de doigts si le projet tient la route, mais moi je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire. Tu vois, qu'est-ce qu'on va payer, qu'est-ce qui se passait, tu vois. Donc en fait, il a fallu finalement attendre relativement tard parce que je me lance autour de mes 30-33 ans, tu vois, pour pouvoir faire ça. Mais en fait, la seule façon d'apprendre, c'était de faire, quoi. C'était de faire et d'essayer. Ça s'est passé comme ça. Et je pense que c'est la grosse différence, et je dis ça surtout pour ceux qui écoutent, c'est la grande différence avec maintenant, où maintenant, celui qui veut, il a accès à tout en quelques clics sur Internet. Probablement, effectivement, que la meilleure information, ce sera de l'information payante, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais même sans aller jusqu'à l'information payante, tu as au moins une capacité de prise de conscience des possibilités, des moyens pour arriver à faire ce que tu veux faire. Tu vois, je prends le cliché du gars qui prend connaissance du e-commerce, de l'immobilier, de l'achat-revente, de l'investissement locatif, enfin, tu vois, du trading, tu vois, tous les trucs qu'on voit qui tiennent la route. C'est pas une critique, je dis. Mais ça, si tu veux, tu vas pouvoir te faire des bases là-dedans beaucoup plus facilement. Donc nous, c'est pas comme ça que ça se passait. C'était à la main. Tu voulais dire quelque chose ou... Non, mais du coup là-dessus, ça impose aussi peut-être maintenant les gens qui commencent à s'informer sur ces sujets-là. On peut vite être tenté de tout essayer et de pas aller jusqu'au bout des choses. Ah, mais mais ça, c'est un problème, à nouveau, c'est un problème universel. Le gros souci qu'on a, c'est un souci d'attention. Enfin, là, je répète le dernier bouquin que j'ai lu, tu vois. C'est un souci d'attention. Et un des grosses leçons que nous partagent tous les entrepreneurs sérieux, c'est qu'en fait, le pire problème, c'est de pas être focus sur un projet, un seul projet. Ce qui, pour le coup, là, moi, je peux partager ça. Ce qui m'a permis de réussir dans mon projet, c'est qu'à un moment donné, au démarrage, comme tout le monde, comme beaucoup de gens dans mon environnement, l'objectif, c'était pas d'être marchand de biens. L'objectif, c'était d'avoir des rentes et de boire des mojitos au soleil. Tu vois, c'était ça l'idée. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, c'est toujours pareil, c'est de te faire la version courte, mais quand j'ai commencé à faire ça, j'ai acheté un appartement que j'ai mis en location courte durée, et puis finalement, en courte durée, c'était toujours compliqué, il y avait toujours des problèmes. Donc, je suis passé en meublé à l'année, et puis en meublé à l'année, il y avait moins de problèmes, mais en fait, il y avait plus de cash flow positif. Tu vois, c'était et donc, en fait, à ce moment-là, contrairement à aujourd'hui où je peux t'expliquer en 2 secondes ce qu'il faut faire, à ce moment-là, n'ayant pas les informations, je n'avais pas trouvé le modèle économique qui me permettait d'investir dans l'investissement locatif et d'avoir des rentes, etc. Donc, c'est pour ça que ce que j'ai décidé, c'est de dire, OK, je comprends ce que je peux faire dans l'achat-revente. Je vais faire de l'achat-revente à fond pour générer de la trésorerie rapidement et utiliser cette trésorerie pour placer ça, tu vois, c'est vraiment un schéma qui est simple, qui est classique. Et ma réussite a été vraiment de me concentrer. J'ai mis en pause tout ce qui était un investissement locatif et j'ai fait exploser la société avec mon associé en quelques années, tu vois. Et entre-temps, tu te doutes que les rencontres, l'apprentissage, etc., j'ai trouvé mon modèle économique sur l'investissement locatif et maintenant je me gaffe, tu vois, on achète des immeubles de rapport pour faire de la rente, etc., etc. Et ça ne fait que s'alimenter très sainement. C'était quoi la question? Je sais plus, mais c'était. Ouais, mais c'était. Mais en tout cas, j'espère que j'y ai répondu. Ouais, non, mais l'idée c'est de voir comment tu avais fait le chemin. Et ce que je remarque là-dedans, c'est qu'on nous vend, tu sais, le concept de vision. Il faut démarrer avec la vision. Il faut accepter aussi de démarrer par opportunisme et avec comme ambition d'aller boire des mojitos au soleil et ensuite de travailler un petit peu sur soi. Toi, je sais que tu travailles beaucoup sur toi. Enfin, c'est un sujet. T'es hyper. C'est remise en termes de dev perso, c'est un truc qui t'intéresse, c'est un truc sur lequel tu passes du temps, t'investis pas mal. Peut-être que je suis extrêmement exigeant avec moi-même, ce qui fait que, désolé, mais je suis aussi exigeant avec mon entourage, parce qu'en fait, la vie me l'a appris à mes dépenses. Et si tu veux, à chaque fois que je voyais que, tu vois, qu'il fallait faire un truc et que je me disais bon, non, c'est pas grave, le fais pas, je l'ai payé, mais tu vois, dans 100% des cas, dès que je fais pas, tu vois, tous les copains vont faire un truc, ça va passer, que ça soit jouer avec les impôts ou
ou je sais pas moi, pas fermer la fenêtre de la bagnole, enfin n'importe, tu vois, du truc le plus stupide au truc le plus important, tu feras le panel. Mais tu peux être sûr que moi, si je passe à côté de ça, si je vois un truc et que je me permets de manquer, bah, en fait, la vie me le met dans la tronche, mais dans la folie, tu vois. Et tant mieux, merci, tu vois. Mais ce qui fait que maintenant, à force d'avoir ce niveau d'exigence, bah, je me suis rendu compte que les résultats, ils étaient énormes, tu vois. Et donc maintenant, je n'arrive plus à comprendre comment je peux faire autrement. Tu vois, c'est vraiment, il y a cette idée de remise en question et d'affronter ta vérité constamment. Et c'est ce qui fait qu'en fait, finalement, plus tu passes à travers tes plus gros problèmes, tes plus grosses questions, plus tu les prends frontalement, plus en fait, finalement, tu trouves derrière des choses extraordinaires, tu vois. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc en fait, ayant constaté ça, je ne sais pas faire autrement. Voilà. Et bon, effectivement, on a eu de longues discussions, toi et moi, sur ces sujets-là. Et la grande question, c'est toujours la même. Alors, intimement convaincu que la vie n'a pas forcément un sens, mais à quoi tu veux l'occuper et qu'est-ce qui va faire qu'à la fin, tu vas te retourner en disant, OK, c'est bon, je suis pas juste le plus riche du cimetière, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas, ça sert à rien. Tu te trouveras toujours plus riche, tu trouveras plus pauvre et ça fera pas de toi quelqu'un d'heureux. Donc, à quoi sert tout ça, tu vois? Et ça, bah, quand ça trotte, bah, en fait, ça vient impacter toutes tes actions et toutes tes décisions, toutes tes réflexions. Enfin. Justement, par rapport à ça, toi, ta journée idéale, elle ressemble à quoi? Comment Oh my God. Oh, la question. Bah, par le jeudi, parce que là, on a la chance d'enregistrer un jeudi. Ouais. C'est parce qu'il pleut. C'est ça. Sinon, ouais. Jean Laplace n'est pas disponible le jeudi. Si vous le cherchez, il est au golf de Bordeaux, hein, le jeudi. Hein. Pour l'anecdote, c'est ça. C'est qu'en fait, comme j'ai plusieurs sociétés, j'ai plein de projets qui prennent énormément de temps. Et en fait, rapidement, quand vous êtes dans cette configuration, dont je suis très satisfait, il n'y a pas de, ça amène à une vérité très simple à comprendre, c'est que quoi que tu fasses, tu as beau faire 30 heures, 50 heures, 100 heures, à la fin de la semaine, il y a toujours quelqu'un, et toi le premier, qui est pas content de toi parce qu'il reste des trucs à faire. Parce que justement, en fait, cet état d'esprit fait que les possibilités sont infinies et que dès que tu arrives à faire quelque chose, ça déclenche 2 autres possibilités. Donc en fait, voilà. Donc à un moment donné, il a fallu dire stop, on arrête. L'idée justement, c'est quand même de vivre l'instant présent. C'est vraiment une notion super importante. C'est d'être dans le présent et de profiter du présent parce que demain n'existe pas, comme vous le savez. Et à un moment donné, j'ai dit, bah non, le jeudi, on va changer. Au lieu que ça soit, comme toute la semaine, des journées pro dans lesquelles il y a toujours un petit peu de perso, parce qu'on règle toujours les problèmes perso au boulot, bah on va faire l'inverse. Ça va être une journée perso dans laquelle il y aura un peu de pro. Et donc, je m'efforce de maintenir le jeudi au golf, parce que c'est effectivement une passion que j'ai, avec les copains, et ça fait partie des meilleurs moments de la semaine, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, ce qui fait que tu avais une autre question que mon anecdote. Non, je voulais... comment se passe la journée? Ouais, mais c'est tout le truc de l'entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Globalement, moi je suis très sur ça, je suis très routine, gestion de tâches. J'arrive le matin, je trie les mails parce que je suis en mode 0 mail. C'est-à-dire les mails, soit je les supprime, soit ils partent sur le logiciel de gestion de tâches. Et je vais sur le logiciel de gestion de tâches. Et donc on parle du boulot, hein, bien sûr. Je vous parle pas de mon lavage de dents et mon petit déjeuner. Et une fois que je suis là-dessus, tout simplement, je trie pour savoir voilà qu'est-ce qui est la priorité, qu'est-ce qui a la plus grosse valeur ajoutée. Donc ça, c'est important, c'est une notion qui est intéressante. C'est en fait, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est tout ce qui est urgent, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire parce que c'est de l'administratif, c'est encore une fois, je prends toujours mon exemple des impôts, c'est la deadline et tu dois le faire, et qui est complètement différent de toutes les tâches qui ont une forte valeur ajoutée. C'est-à-dire celles qui vont changer le business, le projet. Ça peut être un projet de vacances comme fêter l'anniversaire de votre compagne. Hein. C'est celles qui vont changer le projet que vous avez en tête, et c'est celle-là qu'il faut mettre en premier. Et après, on va mettre tout le reste de tous les trucs qui finalement peuvent attendre en fait. Voilà. Donc mon objectif c'est ça, c'est de voir en fait qu'est-ce que la vie m'impose en termes d'urgence, tu vois, et de voir après qu'est-ce qui a la plus grosse valeur ajoutée. Et je m'efforce d'aller dans ce sens-là petit à petit. Et là-dessus, tu vois, je me fixe des règles. Ça, je sais qu'on avait parlé. Donc je suis jeune papa. J'ai un fils depuis 10 mois aujourd'hui d'ailleurs. Joyeux mois anniversaire. Voilà, tu vois. Et en fait, dans le même principe que cette histoire des jeudis. Bien évidemment qu'avant, je travaillais comme un malade. Je me levais le matin, à 7h15, j'étais devant mon ordi. Tu vois, je me levais à 7h, à 7h15, je vais devant mon ordi, et puis c'était comme ça jusqu'au soir. Là, maintenant, la règle est fixée. Alors, c'est pas une règle absolue, mais c'est du 8h30, 9h au travail. Avant, c'est pour mon fils. Et c'est du 18, 19h à la maison le soir. Et après, c'est plutôt du 18, parce qu'en ce moment, la routine, c'est 18, 19, 30. Et après, c'est pour lui, tu vois. Alors, il y a toujours des exceptions, mais l'idée, c'est ça. C'est que je respecte ça et je me débrouille pour être efficace à l'intérieur de ça. Voilà, fondamental. Et aujourd'hui, comment tu répartis ton temps entre tes 2 activités? Comment ça se passe entre le... Alors entre la formation et alors c'est le même, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. C'est d'abord tu te débrouilles avec ce que tu es obligé de faire.
Donc les urgences, parce que ça reste une réalité. Je peux te donner le plan théorique, mais finalement, tu vois, là, il y avait une histoire de financement à régler avec la banque pour une opération qui démarre. Bon, bah, ça passe avant tout ce qu'il y a sur le planning. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je me fais comme il y a toujours trop à faire dans chaque projet, pour être sûr qu'il n'y ait pas un projet qui soit mis devant les autres, j'essaie de me créer des blocs par projet. Donc, par exemple, la journée du lundi, c'est la journée, c'est le lundi matin, c'est la journée marchand de biens. Mardi matin, c'est l'équipe de formation. Tu vois, là, on a les réunions hebdo sur ça. Et après, je vais me bloquer le mercredi, c'est tout ce qui est investissement locatif et éventuellement développement de formation. Tu vois, je fais ça avec un de mes gars de l'équipe. Et le vendredi, on va avoir des tournages. Le jeudi, donc tu sais, toi. Donc en fait, finalement, l'emploi du temps est assez vite rempli comme ça. Et ça me permet, voilà, de me concentrer sur un bloc. Parce que c'est un des éléments également. Tu vois, c'est cette histoire de focus. Un des éléments de la réussite quand tu commences à être multi-projet, c'est que tu fais un projet à la fois au moins dans ta tête. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, cet après-midi, je bosse sur les formations, bah, je bosse que sur ça. Tu vois, le téléphone, il est plus dispo, voilà, je fais ça. Et quand c'est fini, bah, je réouvre les communications ou alors je fais une pause toutes les heures, tu vois. Mais je suis focus sur un truc à la fois. Et c'est ce qui permet vraiment d'implémenter et qu'il y ait une vraie avancée dans les projets, en fait. Voilà. Mes questions peuvent paraître un peu bateau, mais en fait, je voulais vraiment aborder ce principe d'organisation avec toi, ouais. Parce que tu es pour ça, tu es vraiment l'exemple type du gars qui arrive à prendre une journée pour lui, qui arrive à avoir une famille, 2 activités et dont la vie n'est pas bordélique. Donc en fait, je pense qu'on casse pas mal de croyances qui est que quand on que plus on lance d'activités, plus on est débordé, etc. Il y a vraiment un sous-jacent qui est l'organisation. Et toi, tu es un gros déconneur, mais en fait, t'es pas gris. T'es tout blanc ou t'es tout noir. Tu es soit un gros déconneur, soit un mec ultra strict, etc. Alors, je t'ai jamais vu avec tes équipes, mais un jour, j'espère pouvoir croiser les gens de ton équipe pour pouvoir. Alors, tu seras pas là, bien entendu, pour avoir la crème de la crème, mais je suis persuadé que tu es comme ça dans ton management aussi. Et tu es une rigueur de ce que je ressens, bien entendu, mais très forte pour mieux gérer le quotidien. Tu te noies pas dans un verre d'eau, et ça, franchement, pour ça, franchement, chapeau. Je te remercie, mais si tu résumes ça pour essayer d'apporter de la valeur à nos auditeurs, en fait, la première des choses, c'est vraiment le savoir. Et si tu prends mon parcours, tu vois à quel point moi j'étais freiné par le savoir. C'est tout bête, hein, mais savoir par où il faut passer, c'est vraiment, voilà, la métaphore elle est simple, hein, c'est si t'as la carte en randonnée, t'évites la falaise, quoi. C'est quand même vachement plus rapide et vachement moins dangereux. Donc le premier point, c'est de savoir, c'est de se rapprocher au plus tôt de ceux qui connaissent et de copier ce qui a déjà été fait, pas chercher à avancer, copier vraiment ce qui a déjà été fait. Et là, c'est là où je suis allé beaucoup plus vite dans les formations par rapport à l'immobilier, parce que j'ai tout de suite compris ça et je me suis débrouillé par le biais des fameux masterminds à être tout de suite avec les meilleurs du marché pour apprendre le plus tôt possible. La deuxième chose, bien évidemment, effectivement, c'est cette notion d'organisation que tu as évoquée. Et très vite, en fait, ce qui intervient, c'est de dire mon temps est limité, je veux le préserver pour avoir cet équilibre-là qui est fondamental, parce qu'on a oublié le sport. Tu me disais 2 projets, dans ma tête, il y en a un peu plus. Hein, tu vois, il y a la famille, le fils en particulier, il va y avoir le sport à respecter, c'est super important, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, le sport, c'est les trois piliers. Il y a les investissements locatifs, c'est un projet à plein temps, comme je t'avais exposé, on vient d'acheter 3 immeubles, donc tu vois, ça demande du travail de pas possible, la formation, et donc tout ça s'accumule, donc l'organisation, et après ça va justement être ce focus, cette notion de focus qu'on a évoquée, et puis la délégation, c'est appliquer ce qu'on a appliqué dans un sens, c'est-à-dire aller chercher les meilleurs, mais pour que eux t'apprennent, mais après ça va être, ça tu le sais bien, aller chercher les meilleurs en délégation qui vont pouvoir t'aider dans les projets et réaliser les projets pour que ça aille. Tout seul, je sers à rien dans cette histoire. Enfin, vraiment, moi je suis que le capitaine du bateau qui dit bon les gars, il y a du brouillard, mais on va aller par là, quoi. Et puis j'espère que je me suis pas trompé, quoi. Tu vois, c'est ça mon rôle. Mais c'est les équipes qui au final après permettent de déployer des multi-projets de folie. D'où cette idée que si vous commencez et que vous en êtes encore au stade où vous êtes seul, vous posez pas la question de faire 14 trucs. Vous y arriverez pas. Faites un truc, faites-le à fond, et quand il est vraiment lancé, quand il tient, voilà, vous avez la capacité de le déléguer et de vous intéresser à un deuxième projet. C'est fondamental. Et le nombre de gens que je vois autour de moi qui n'avancent pas ou n'ont jamais ou carrément recul, ça tient dans le fait que, 1, ils se sont pas lancés, et 2, s'ils se lancent, ils changent d'avis, toutes les dédicaces à un copain du golf, ils changent de projet toutes les cassos, bon, il le sait, lui, donc ça va, il s'améliore. C'est le vaste sujet, hein, le fait de changer d'avis avant même d'avoir testé.
Mais en tout cas, moi, je le vois beaucoup dans mon boulot. Quand on lance une page de vente, si on met pas la pub qu'il y a derrière, si on n'appuie pas sur derrière sur la pub, il va rien se passer, on va rien savoir. Hein. Et c'est pas en attendant plus longtemps qu'on aura plus de data. Donc clairement, il faut embrayer, quoi. Ouais, c'est le meilleur exemple. J'ai souvent, j'en profite que tu dis ça. J'ai souvent cette histoire avec l'équipe où en fait on me demande sur la partie formation, on me dit, t'en penses quoi? Est-ce que ça va? Et moi, j'en sais rien en fait. Vas-y, mets-le en ligne. Et si ça marche pas, on le change, quoi. Tu vois, et la vie, elle fonctionne comme ça. Faut vraiment faire le parallèle. On parle pas on s'en fout des pages de vente. Mais le parallèle, c'est ça. C'est que si vous restez derrière la vitre, c'est ma métaphore préférée, ça. Si vous restez derrière la vitre, vous saurez jamais s'il fait chaud ou s'il fait froid et comment vous allez devoir vous habiller. Il faut sortir. Et après, bon, tu rentres vite fait et tu t'habilles en conséquence. Mais c'est ça l'idée. C'est vraiment le passage à l'action, tu vois. D'ailleurs, de toute façon, le premier coup, il est jamais bon. Le premier coup est jamais bon. Donc, autant vite passer au deuxième. Comme ça, on a plus de chances de réussite. On m'a dit qu'on faisait pas de blagues salaces sur le podcast. Allez. Tu parlais de l'éducation, le fait d'apprendre, etc. Aujourd'hui, tu as une sorte de, pas de mentor, mais une sorte d'inspiration, quelqu'un qui t'inspire vraiment au quotidien, qui te drive, ou est-ce que c'est composé de plusieurs... Ouais, c'est un énorme problème pour moi. La réponse est non. Je suis pas fan d'une musique spécifiquement, pas d'un artiste, j'ai beaucoup de mal quand tu me dis conseille-moi un truc. Mais je pense que c'est une force. Je vais me justifier. Voilà, j'ai des bonnes raisons. En fait, j'ai été éduqué comme ça, et ça, je pense que ça a été une force de vraiment comprendre que la vie n'est que diversité. Alors, désolé, je vais vous faire des espèces de grosses phrases de la philosophie de comptoir. Voilà, voilà, mais malheureusement, c'est pas pour rien que c'est de la philosophie de base. C'est parce que la vie n'est que diversité, et donc j'ai du mal, si tu veux, à ne voir qu'en une personne, qu'en un seul élément, tu vois. Donc la réponse est non. Bien évidemment, j'ai des sources d'inspiration, mais en fait, toi, t'en es une, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire, pour ce que tu m'apportes, t'en es une, et tu m'apportes des choses, on va pas leur nier. Et donc, tu vois, je suis plus attiré par ce puzzle d'éléments, par avoir plein de copains sympas plutôt que d'avoir un seul copain et puis les autres on les déteste, tu vois. C'est plus ça en fait. C'est vraiment une inspiration de toutes les expériences, comme tous les gens qui m'entourent. Parce que même parfois, tu vois, c'est les gens qui peuvent sembler les moins intéressants qui malgré tout apportent quelque chose. Parce que justement, tu te dis, ah ouais, mais je veux pas être comme ça. Il n'y a aucun rapport avec moi tout à l'heure. Là, Non, là, pour le coup. Non, c'est bon. On a changé de truc. Okay. Là, on a changé. Donc non, je suis désolé, mais je suis très peu fan et je pense pas que ça soit une très bonne chose. Après, t'es fan. Je suis 100% d'accord. Hein. Moi, je suis 100% d'accord. Non, je suis vraiment dans cette notion de diversité, dans cette compréhension du tout, du fait que tout n'est pas tout noir, tout blanc, qu'un coupable peut être aussi en même temps victime. Enfin, voilà, toutes ces philosophies de comptoir. On reviendra pour on fait un petit clin d'œil à notre pote Anto Morvan. C'est exactement à lui que je pensais. C'était un truc de fou. Voilà. Non, mais pas philosophie de comptoir, Anthony. On veut pas Il a accepté tout à l'heure. J'ai un peu mieux invité que toi, mais il a accepté de venir sur un épisode. Bah forcément, tu t'entraînes sur les moins bons et puis tu vas voir les excellents derrière. Je pense qu'on va tenir un bon épisode. Pour le coup, je serais moins perché qu'Anthony, je pense, à mon avis. J'écouterai, on verra. Ok, bon. Je vais lui envoyer cet épisode déjà pour c'est une quiz comment dire. Il a plus le choix là, il est au pied du mur, il est obligé de suivre, d'honorer son engagement, et puis en plus de ça, il y a la petite intro que tu viens de lui faire, ça va être pas mal. Ouais, c'est un grand sachant, Anthony, passionnant. Est-ce que si on parle un peu plus de ce que tu fais en formation, est-ce que les gens qui rejoignent tes programmes te ressemblent, ou est-ce que justement c'est d'autres profils? Comment tu vois comment tu vois ton avatar? Bah, je sais pas si. Alors, tu vois, j'ai pas forcément la réponse directe. Je sais pas s'il me ressemble. Ce que je sais, c'est que c'est surtout lié à ce qu'il recherche. Alors, il faut remettre le contexte. Le projet est tu le sais, il est en complète évolution. C'est-à-dire que là, depuis, on va simplifier, 2 ans, 3 ans, j'étais principalement sur l'achat-revente. Et depuis la fin de l'année dernière, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le spectre, parce qu'en fait, j'en ai marre. Alors, ma version, je vous fais le speech, mais ma version pour l'immobilier, c'est que pour moi, l'achat-revente et l'investissement locatif, pour l'immobilier spécifiquement, c'est comme la fourchette et le couteau pour manger. Tu peux manger qu'avec la fourchette, tu peux manger qu'avec le couteau, mais c'est vachement plus pratique d'avoir les deux. D'accord? Et ça m'agaçait, en fait, d'avoir une formation dans l'achat-revente et de pas pouvoir dire aux gens, bah non, en fait, là, ça serait bien que tu fasses de l'investissement locatif et voilà comment on peut faire.
Donc, c'est besoin est comblé, c'est fait, on a les deux. Mais l'idée, elle est même plus générale. Enfin, tu le sais parce que c'est un grand sujet de discussion entre nous. Ce qui m'intéresse, c'est l'éducation financière pour ce qu'elle peut apporter dans la vie de quelqu'un. Et donc, il n'est pas question d'argent. Bien évidemment que c'est l'argent qui va être le moyen, mais je vois l'éducation financière comme je vois l'entretien de sa santé, le sport, etc. Et je t'avais fait le speech sur ça, donc on va se faire plaisir. L'idée, c'est que plus tu es en forme et si tu peux faire un marathon, bah, ça va te permettre en fait de vivre des expériences beaucoup plus complètes. C'est facultatif, il n'y a pas besoin de faire un marathon pour être heureux, mais le fait de courir un marathon, qui est qu'un exemple parmi les autres, bah, ça te permet de vivre quelque chose de plus important. Et si je pousse de l'autre côté, si vraiment tu es en très mauvaise santé, ben, tu vas pas profiter de toutes les possibilités de la vie et carrément même, tu peux avoir des moments carrément dégueulasses. Il n'y a pas d'autre, tu vois, on va dire. Et le parallèle, il est très simple. Là, tu transfères ça dans l'aspect financier. Plus tu vas avoir de possibilités financières et plus tu vas avoir d'opportunités de vie et d'expérience et d'impact sur l'extérieur, etc. Mais c'est pas nécessaire d'être extrêmement riche parce que c'est comme gagner un centième de seconde au 100 mètres, tu vois. Bah, ok, c'est bien, c'est mieux, mais ça va demander beaucoup d'efforts pour pas forcément des résultats qui comptent pour toi. Donc, il y a une limite à ça. Mais par contre, ça marche très bien de dire que si finalement t'as pas un copec, bah, tu vas passer à côté de plein d'expériences extraordinaires que la vie permet d'avoir et voir, tu vas vivre des sales moments. Je pense que tout le monde l'a connu au moins une fois où, bah, en fait, c'était bien si le compte avait un peu plus d'argent. C'est uniquement ça mon idée. C'est vraiment mon constat de vie. Et donc, je vois l'aspect financier comme une partie du camembert de notre vie, tout comme ce que je te disais tout à l'heure sur l'alimentation, le sommeil, tout ça. Mais par contre, je pense que c'est un sujet qui est vraiment tabou en France, mais je pense que c'est super important. Il faut arrêter de se mentir et dire non, mais c'est pas grave, je fais mon salaire à ça. Donc, dans cette idée-là, ce qu'on cherche à faire au niveau des formations, c'est à développer ce panel de réponses qui commence par la première, c'est de dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qui existe, que je sois fonctionnaire qui veut juste préparer ma retraite et mettre un peu d'argent de côté, ou que je sois le cliché du petit gars de 20-22 piges qui veut devenir rentier dans les 6 mois, tu vois. Qu'est-ce qu'il existe comme panel de solutions? Et une fois que j'ai compris cette conscientisation, ce que je te disais, ce qu'on ne t'explique pas au début, une fois que j'ai cette conscientisation des moyens, que moi j'ai mis 15 ans juste à découvrir avant même d'arriver à les appréhender, et ben en fait, comment je peux y arriver, quel est le raccourci, tu vois. Donc, ce qui me ramène à ta question de l'avatar. En fait, mon avatar aujourd'hui, il est principalement lié au fait que je proposais des formations sur l'achat-revente. Donc, en fait, il est lié à ce bénéfice que tu as quand tu te lances dans l'achat-revente. Donc, c'est des gens qui avaient cette volonté d'avoir un peu plus de trésorerie, un peu plus de liberté, un peu plus de tout ça, tu vois. Et après, bon, comme je suis un homme qui tournait autour des 35-40 ans, bah, probablement que j'attire plus des gens qui sont autour de cet âge-là. Après, en général, dans mon discours, je suis pas très vendeur de rêve, voire carrément froid et carré, tu vois. Donc là aussi, si t'es tous ceux qui vont être dans la recherche comme ça d'une espèce de martingale, d'une opportunité magique, bon, bah, ça marche pas très bien avec moi, quoi. C'est pas trop ma tasse de thé. J'essaie d'apprendre à faire ça, mais j'ai encore un peu de mal, tu vois. Je crois plus dans après, aujourd'hui, arrêter de vendre du rêve, c'est un élément différenciant dans ton industrie. Hein, donc je pense qu'il faut le Et tenir, c'est ce qui se dit. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est juste quand tu es dans cette philosophie, tu peux pas faire autrement. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux? J'y arriverai pas. Ça serait ridicule, quoi. Donc, non, il n'y a pas de souci. Quand tu parlais du tabou de l'argent, pour moi, je vois vraiment l'éducation financière comme une part importante du développement personnel. Ce que les ricains ont compris depuis tout le temps, en fait. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Nous, le développement personnel, c'est forcément de la spiritualité en France. Et on oublie entièrement la notion d'argent. Ouais. Et je trouve que c'est un vrai problème. Donc, du coup, voilà, là-dessus, je peux te donner que raison. C'est un vrai sujet. On tombe vite dans le cliché aussi du youtubeur formateur qui promet de gagner mondes et merveilles. J'ai l'impression que c'est un peu en train de se calmer. Il y a un peu moins de vendeurs de rêves qu'avant. Ouais. Le marché est en train de s'éduquer aussi. Ça fait pas de mal. Mais on tombe vite dans le cliché et les gens justement qui faut de la rigueur pour pouvoir réussir, bah, je pense qu'il en manque un petit peu. Alors forcément, avoir un YouTube néo-nazi non plus, tu vois. On peut quand même. Ce que j'aime, c'est quand on explique qu'en fait, ça se fait pas sans rien, mais que c'est malgré
possible et qu'on peut kiffer, quoi. Ouais, en fait, je pense que la nuance dans ce qui a été fait jusque-là, je suis entièrement, enfin, on est tellement aligné sur ça. La nuance dans ce qui a été fait jusque-là, c'est que ce qui était dit était pas faux. C'est juste que l'effort pour y arriver était complètement sous-estimé, tu vois. C'est juste ça. En fait, si je repense à tous les vendeurs de rêves que j'ai en tête, ce qu'ils proposent quelque part, ça y est dans un de mes packs, tu vois. En soi, ça y est surtout dans une de mes stratégies personnelles. La difficulté, c'était que c'était présenté comme aller acheter une glace, quoi, tu vois. Enfin, c'est surtout ça. Et en fait, non, la gestion patrimoniale et ces choses-là, bah, ça demande un peu de temps, ça demande de l'investissement personnel. Pour celui qui s'y met, oui, ça fonctionne. Il y a aucun souci. Celui qui est sérieux et qui le fait, le gros avantage, et c'est ce que je te disais, c'est ma frustration personnelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as toutes les réponses en 3 secondes. Tu vas avoir le meilleur, tu prends sa formation, tu as toutes les réponses, tu n'as plus qu'à te bouger, tu vois. Et ça, c'est top quand même. Voilà. Prendre la problématique plus en amont, d'une manière plus macro, ça permet justement de guider dans les choix, etc. Parce qu'en effet, si tout est à disposition un peu facilement, mais c'est dans tous les secteurs de la vie comme ça, tout est plus facile. Mais j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, j'en ai 31, je connais cet effet-là. Mais par contre, c'est vrai, ce côté stratégique, moi, dans un autre monde, dans celui du web marketing, aujourd'hui, c'est hyper facile d'apprendre les choses. Mais en fait, on oublie d'un point de vue technique, je parle. On oublie le b.a.-ba, le fondamental, et c'est vraiment dommage. Et en fait, très souvent, maintenant, quand je prends des clients en accompagnement, je simplifie ce qu'ils font. Je les ramène sur des stratégies plus fondamentales, plus droit au but et moins alambiquées, et ça cartonne en fait. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Donc là-dessus, ouais, l'abondance n'est pas forcément. L'abondance d'infos n'est pas forcément bonne en tout cas. Après, je reviens sur un truc que tu as dit juste avant sur l'argent comme outil de développement personnel. Je suis complètement aligné parce que c'est mon expérience de vie. Mais en fait, comme on le disait, c'est pas par hasard, hein, c'est pas une coïncidence, mais comme je le disais juste avant, en fait, c'est un outil parmi tous les outils qui existent. Et tu vois, ça pourrait très bien être le sport ou autre, tu vois. Et c'est juste qu'en fait, on est face à un des challenges de notre camembert de vie, tu vois, si je garde cette image-là. Et en fait, celui-là n'est pas plus vrai que les autres, mais celui-là ne l'est pas moins. Ça fait partie des composantes d'une vie épanouie, réussie. Donc, chacun mettra l'importance qu'il voudra dans chaque élément. Et donc, oui, c'est un outil au même titre que les autres, tu vois. Donc, certains, ils seront plus sensibles que d'autres. Mais c'est rien de plus qu'un outil, en fait, clairement. Là-dessus, encore une fois, 100% d'accord. Si ça devient une raison de vivre, par contre, l'argent, c'est un vrai problème. Mais c'est comme si le sport devient une raison de vivre, ça devient également un problème. Il y aura des oui, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est toujours une question d'équilibre, de nuance et de modération. Dans les années à venir, il y a des sportifs de haut niveau qui vont passer dans le podcast. Leur raison de vivre n'est pas de faire leur sport, en fait. C'est leur job, etc. Ils ne font pas ça. Enfin, leur vie ne tourne pas qu'autour de ça, en fait. C'est un job, c'est une passion, c'est plein de choses, mais ça n'est pas l'unique raison de vivre, en tout cas. En tout cas, voilà. Là-dessus, toi, est-ce que tu considères que ton job est une passion ou tu le vois comment? Alors, j'adore l'immobilier, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais l'immobilier a vraiment été une opportunité business. Bien évidemment, j'ai pris du plaisir dans le challenge, etc. Aujourd'hui, ma passion, c'est vraiment la gestion d'entreprise. D'un point de vue entrepreneurial, bien sûr, j'en ai plein d'autres. Je me suis mis aux échecs cette année et c'est une catastrophe, tu vois, mais voilà. Mais c'est vraiment la gestion d'entreprise. C'est le challenge qui est autour de la gestion d'entreprise, d'amener les équipes, voilà. Je trouve ça, je pourrais, j'ai dit, vendre des carottes ou vendre des jupes. Je pense que j'y prendrais le même plaisir. Par contre, effectivement, j'ai complètement sous-estimé au début de ce projet à quel point justement ça pouvait devenir une part complète de ma vie. C'est-à-dire, je te donne un cas très concret. J'ai eu l'occasion de déposer les armes et de prendre un gros billet. Et en fait, je me suis retrouvé face à la question que je préférais le plus. La pire, c'est oui, mais est-ce que j'en ai envie, tu vois? Parce qu'en fait, alors attention, parce que là, tous les contre, il y a les contre et les pour. Les contre diront ah mais tu vois, t'es accro, etc. Mais non, en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je m'épanouis, et c'est ce qu'on disait, c'est un outil d'épanouissement et de développement personnel, c'est un outil de challenge intérieur, c'est un outil, voilà, donc j'y vis des choses humaines et personnelles fortes, et finalement, en fait, tu te dis, si je fais pas ça, il va falloir trouver un autre challenge, parce que tu veux vivre quelque chose à la hauteur de ça en termes d'émotion enfin, c'est chouette, quoi, voilà. Donc, encore une fois, j'ai perdu la question, mais
Non, l'idée, c'est est-ce que ton job te passionne? Ouais, c'est ça, ça répond. Je pense que j'y réponds. Ouais. Oui, bien sûr. C'est pas ton job, c'est le fait de jobber qui est ta passion. Ouais, c'est le challenge qu'il y a derrière, quoi. Et c'est ce qu'il y a dans ma perception, c'est très, très subjectif, hein, là, c'est individuel, je fais pas un jugement. Dans ma perception, c'est ce qu'il y a de très différent par rapport à ce que moi, j'ai connu en tant que salarié. Tu vois? C'est que, il y avait pas de challenge dans la mission qu'on m'avait confiée spécifiquement. En tout cas, pardon, le challenge ne me parlait pas à moi, tu vois, ne me parlait pas. Et là, aujourd'hui, oui, par contre, complètement, tu vois. Là où je connais plein de gens, dont mes salariés, qui me diraient, mais moi, je veux surtout pas être à ta place. Oh mon Dieu, tu vois, et je les comprends. Tu vois, c'est une question d'appréhension personnelle, quoi. Là-dessus, toi, pour être pleinement, t'es hyper épanoui, mais s'il te manquait un truc, s'il fallait identifier quelque chose que tu pourrais obtenir à un claquement de doigts, une connaissance, un moyen. Il en manque plein. Non, mais c'est affreux cette question. En fait, il en manque plein. Je suis jamais satisfait. Enfin, je suis l'humain le plus standard du monde, tu veux. La vraie difficulté, déjà, c'est d'arriver à vivre dans le présent. Parce que surtout un entrepreneur, il est toujours dans la projection, dans on va faire ça. Et si ça arrive, tu vois, oh mon Dieu, c'est affreux, la peur d'eux. Bon, ça, je le gère très bien, mais c'est quand même présent, tu vois. Et quand on aura fait ça, donc il y a vraiment ça, Anthony t'en parlera, mais tellement bien. Il y a vraiment cette importance de revenir dans le présent, de me satisfaire voilà, je fais un podcast avec Gérald, je suis super content, et ça va pas plus loin que ce moment-là qui est génial, tu vois. Donc il y a ça. Et après de ça naît tout le reste, c'est-à-dire en fait j'aimerais savoir faire ça, si j'avais plus d'argent on pourrait faire ça. Alors on pourrait faire ça, hein, tu vois, c'est pas moi personnellement je m'achèterais plus de glace, c'est la société pourrait faire ça, on pourrait acheter ces locaux là, j'en sais rien, tu vois, j'ai pris le dernier projet que j'avais en tête. Donc il y a ça. Après il y aura toujours, en tout cas pour moi, et c'est ce qui fait cet état d'esprit dont tu as parlé plus tôt, il y aura toujours cette question de oui, mais c'est très très basique, hein, mais oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi je sers? Quel va être mon impact? Et c'est ce que je te disais, qui finalement est génial, hein, il faut le prendre comme un jeu intéressant et un challenge intéressant, sinon tu pars en dépression. C'est de dire, ok, mais dans mon projet, quel sens je donne derrière, si tu veux, au projet? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, dans mon parcours, il y a eu plusieurs choses qui se sont présentées et que moi, j'ai choisi la formation parce que bien évidemment, ça se voulait être un business rentable. C'était l'idée assumée, hein, j'apporte de la valeur aux gens et derrière, j'ai une rémunération pour ça. Mais derrière, le projet me faisait sens, me parlait à moi. Parce que quelque part, je te l'ai dit, je répondais à une névrose qui était de dire, tenez les gars, si vous êtes dans la même situation que moi, j'ai la réponse, quoi. Maintenant, moi, je sais, je peux vous le dire, quoi. Donc, et c'est vrai, enfin, tu vas le voir dans toutes les études de cas, que ce soit les miennes ou celles des confrères sérieux, ça change des vies. Tu vois, tu sais que ce que tu fais change des vies. J'ai des mecs qui étaient, je pense à un en particulier, qui étaient routiers 1 an plus tard, il est marchand de biens, tu vois. Et 1 an après, il m'appelle pour me dire, j'ai un souci, j'arrive plus à gérer ma boîte, elle a fait x10, tu vois. Et ça, c'est kiffant. Qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant que ça, quoi. Bon, après, le moment pas kiffant, c'est quand il va me doubler et que là, je vais devoir, tu vois, oui, parce que, hein. Faut pas déconner. C'est bien beau, mais attends. Parce qu'à un moment donné, on a quand même un ego et c'est qui a la plus grosse, tu vois. Non, mais c'est génial. Donc, en fait, tu vois, on tourne toujours autour du pot. C'est que ça. Enfin, comme que ça soit le sportif ou le chef d'entreprise, en fait, c'est une question de sens de la vie, de dépassement personnel et d'ego, quoi, probablement. Tu vois. Et du coup, par rapport à ça, tu sais dans quelles conditions tu es heureux, tu connais un peu, enfin, tu définis tes valeurs, etc. Mais du coup, est-ce que c'est pas incohérent avec le concept de vision? Parce que le concept de vision, ok, je suis où dans 20 ans? Moi, je serai pas où je serai. Mais je sais dans quelle situation, je sais ce que j'aurai dans le cœur, ce que je vivrai, mon ressenti, etc. Tu vois, je suis sur ce chemin-là, tu vois, je travaille là-dessus. Toi, t'as l'air plus clair que moi là-dessus, sur ce point. Mais je pense que je suis plus clair. Là, ça fait référence à une discussion qu'on a eue. Je pense que je suis plus clair parce que si tu veux, la métaphore pour ça, c'est le bateau. Dans le bateau, donc toujours le capitaine de tout à l'heure, on connaît la destination, on en déduit le cap qu'on veut suivre, mais la seule chose qui compte, c'est le bruit des vagues en ce moment même, tu vois. Il y a rien de plus en fait. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors, je l'ai compris, le vivre, c'est beaucoup plus dur à chaque instant. C'est tout l'enjeu de ce challenge-là, mais ok, moi je sais que je veux aller là, tu vois, je peux te donner la vision en chiffres, en images, en tout ce que tu veux. Je sais que pour ça, j'ai prévu telle stratégie, mais une fois que tu as fait ça, qui est important et qui fait sens, hein, il n'y a rien de plus qui compte que ce que je fais maintenant, que ce que je vis maintenant, tu vois. Et d'accord. Et du coup, tu penses que tu te conditionnes à te mettre ces chiffres-là
Sur l'instant présent, je comprends tout à fait. Tu te conditionnes ou alors tu penses réellement, enfin, il y a une sorte de loi de l'attraction ou c'est juste du conditionnement, tu penses? Alors, je le vois, enfin, je sais pas si ça va te répondre exactement, mais moi, je le vois légèrement différemment. Les chiffres n'ont pas d'importance dans le fait, en fait, les chiffres, c'est juste que c'est logique. Je sais pas, un sportif qui ferait de la compétition, il va se mettre un chiffre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Un chef d'entreprise qui gère son entreprise, il va se mettre des chiffres. Parce qu'en fait, c'est lié à l'exercice que tu fais. Je prends le parallèle des échecs. En fait, si tu joues aux échecs, tu vas juste chercher à être meilleur aux échecs. Comment tu vas pouvoir éventuellement le quantifier si tu as besoin de le quantifier? Bah, c'est ton classement par rapport à d'autres joueurs, tu vois. Mais t'es pas forcément obligé de vouloir quantifier ça. Ça peut être de ton potager, tu vois, parce que là, nous, on est entrepreneurs, donc on parle que de ça. Mais ça peut être ton potager qui est vraiment ton truc, t'es salarié, ton job, ça te va, mais c'est pas ton problème. Et ce qui compte, c'est ton potager. Et là, tu vas juste définir un projet sur. Tu vois, c'est juste de définir un projet parce que tu as envie, mettre une direction par rapport à ça, et juste profiter de chaque instant quand tu fais ton potager. Tu vois, c'est ça. Après, encore une fois, il y a un équilibre parce qu'il doit y avoir des instants dans ta vie où tu es en train de te balader et tu sais même pas où tu vas tourner, tu vois. Et c'est OK. Voilà, mais spécifiquement pour l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on fonctionne, tu vois. C'est comme ça qui est fait le modèle. Mais je le ramène à ça sur la notion de gratitude. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à être heureux, épanoui. C'est prendre conscience de dire, OK, j'y suis. Il n'y a pas de. Enfin, tu vois, le jour, si tu prends tous les chiffres qu'on veut, tu rajoutes des zéros, tu mets la plus grosse des maisons, tout le monde qui bosse à ma place, enfin, je sais pas quel dire tu peux mettre. Une fois que j'y serai, la seule chose que je voudrais, c'est s'il te plaît, mets-moi 20 ans de moins. Enfin, je vais te faire une anecdote sur ça. C'est mets-moi 20 ans de moins parce qu'en fait, je veux récupérer la santé. Et donc, l'anecdote, c'est qu'en fait, j'ai passé ma vie très tôt, ça c'est un gros avantage enfin, j'ai eu de la chance de faire ça, à questionner tout ce que les anciens, donc à l'époque, les anciens, ils avaient 60 ans et plus, tu vois. Maintenant, les anciens, je trouve qu'ils sont un peu plus loin, ça, c'est la vie qui avance. Elle leur demandait, mais c'est quoi que tu as le plus raté dans ta vie et c'est quoi qui a le plus compté, quoi. Okay, et c'est par le biais de ces compréhensions que j'en suis arrivé à juste appliquer ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, bon, là je fais que répéter des trucs que tout le monde connaît, mais il n'y a pas un mec qui t'a dit à la fin, oh mon Dieu, j'ai pas assez travaillé, tu vois. C'est pas arrivé, tu vois. Et ils vont te dire, bah non, en fait, j'aurais dû débaucher tous les jours à 18h pour voir mon fils. Enfin, c'est un classique, je l'ai encore entendu la semaine dernière dans un podcast. Un monsieur très connu, énorme, tu vois, qui dit, bah en fait, moi, j'aurais dû débaucher plus tôt pour mon fils, tu vois. Ouais, donc le point de vue de ces personnes-là n'est pas le. Peut-être qu'au moment où elle faisait ça, elle n'avait pas le choix. Alors, bien entendu, c'est très particulier. Mais bien sûr, mais je t'arrête. Je fais plein de trucs que j'ai pas envie de faire, et je subis aussi. Je suis pas, tu vois, je suis pas le prince de je sais pas quelle Arabie, tu vois. Non, attends, je suis encore chez les humains, tu vois. Non, bien sûr. Encore. Mais j'ai plein de trucs que je fais qui me font rire. La dernière fois que j'ai appelé le banquier, c'était pas un moment sympa, tu vois. Mais on parle à la mesure de ce qu'on peut faire. Tu vois, l'idée c'est toujours ça. L'idée c'est juste la direction. C'est pas de prendre les pleins pouvoirs de tout, sinon tu es dans l'insatisfaction permanente, tu vois. C'est comme ça. Ça m'arrive d'être malade, tu vois, et qu'au moment où je le vis, bah, je sais pas, c'est juste de trouver à quel point ça peut. Voilà, bah, je suis posé et je suis pas obligé de bosser, tu vois. Voilà, je sais pas, tu vois, c'est vraiment du conditionnement intellectuel d'essayer de voir la chose du bon côté, quoi. D'un point de vue purement personnel, ouais. La définition du succès qui s'applique à toi, hein, pas d'un point de vue macro, d'un point de vue vraiment perso. Putain, celle-là, fallait me l'envoyer avant pour que je la prépare. Je t'aurais sorti une phrase, c'était une punchline, genre le truc, c'était une évidence pour moi. Moi, alors j'ai pas la punchline, mais je crois que c'est un gâteau dans lequel je vais mettre pas mal d'ingrédients. Je pense que pour moi, le succès, c'est déjà dans ce que je ressens, de pas me retrouver. Donc ça fait référence à ma vision numéro 1, de pas me retrouver face à un élément qui vraiment me perturbe, dans le sens où, tu vois, c'est un truc que j'ai tout le temps à l'esprit, que j'arrive pas à... Par exemple, quand j'étais salarié, je te dis, ça m'arrivait de commencer à faire la gueule le samedi soir parce que je savais que je bossais le lundi. Tu vois, l'espèce de malaise, faut consulter monsieur Laplace. Parce qu'en fait, au début, c'était le dimanche soir, et puis finalement, le samedi soir en soirée, je me dis, mais en fait, là, c'est bientôt la fin de la soirée, ça veut dire que ça y est, le week-end est fini. Enfin, tu vois, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, le vendredi soir, je me dis, ah, lundi, j'attaque avec ça, c'est génial, tu vois. Enfin, voilà. Donc, dans le succès, en fait, je crois que je suis en train de me rendre compte, je crois que le succès m'intéresse pas, c'est plus le bonheur qui m'intéresse. Tu vois, ma réponse, ça sera surtout ça. Mais finalement, le succès, ce sera le bonheur. En fait. Ouais, voilà, j'ai lié les deux. Le succès, il va être dans le bonheur, c'est dans le fait de me dire, ok, c'est bon, je me sens heureux. Et me sentir heureux, je pense que c'est un travail qui nous, bien évidemment, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, et je pense que le contexte est bien propice pour le comprendre. Mais le bonheur, c'est quelque chose que justement tu construis aussi intellectuellement. C'est quelque chose que tu
que tu développes et que tu crées aussi intellectuellement. Donc, pour moi, ça va être d'enlever les plus grosses contraintes et après d'être vraiment dans la gratitude de l'instant, de comprendre que là, c'est OK. Il y a cette phrase que j'adore d'un biologiste, alors je me rappelle jamais le nom, en plus il a un nom bien tordu, qui dit que la santé, c'est de vivre dans le silence des organes. Et je la trouve magique. En gros, être en bonne santé, c'est finalement pas ressentir ton corps. Parce qu'en fait, quand t'es pas en bonne santé, il te fait mal, tu vois. Et c'est un peu, ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est cette notion de silence. C'est que si tu prends pas le temps d'écouter le silence, tu vas pas l'entendre, tu vois. Enfin, pardon, je suis désolé, hein, ça part en vrille, mais tu vois, Anthony Morvan, je vais être vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Anthony. Vraiment, je pense que c'est ton podcast, Anthony. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, c'est à toi de t'arrêter pour écouter que tout va bien. Tu vois c'est pas mal quand même, un truc j'aime bien. Non, et c'est ce qui fait qu'en fait, tu me vois donc le petit rigolo dont tu parlais. Et oui, effectivement, mais c'est parce qu'en fait, je prends la peine de conscientiser la chance que j'ai au quotidien. Tu trouveras toujours un mec qui dira que non, lui c'est mieux. Et tant mieux, tu vois. Mais en fait, moi, je trouve toujours un mec qui est moins bien. Et je me dis, oh putain, j'ai de la chance, quoi. C'est bien de le voir comme ça. C'est hyper bien. Mais tu me vois au quotidien. Tu vois bien que je le vis comme ça. C'est vraiment ce que je vis pleinement. Enfin, chaque instant, et je le vis comme ça. Et j'ai plein de moments de merde, hein, comme tout le monde. Mais en fait, voilà, faut te focus sur ça et toujours te débrouiller à trouver le positif du truc, quoi. Ouais, il y a une vieille expression qui dit on est toujours le con d'un autre, mais ça marche aussi dans l'autre sens, en fait. On a toujours même une super machine qui est notre con, en fait. Et c'est complètement OK. Et c'est pas être présomptueux, c'est juste... mais c'est surtout que la comparaison ne nous sert pas vraiment finalement à être heureux, quoi. C'est ça le truc. Exactement. Je sais pas à quel moment. On n'a pas toutes les variables quand on se compare à quelqu'un. On se compare à ce qu'on peut apprécier, ce qu'on peut voir, mais ouais, c'est très vrai. Et toi, tu penses que le dev perso, ça occupe quelle place dans ta vie? À quel moment c'est hyper central? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu lâches prise entièrement et tu redeviens moins... Mais non, mais en fait, on met un mot sur un truc qui n'existe pas. Enfin, c'est perché comme truc encore. Putain, tu m'as pris les questions les plus perchées du monde. Mais j'aime bien le sujet, donc ça marche. Je pense pas en dev perso, tu vois. Je pense en... Non, mais à quel moment, je reformule, c'est sûr. À quel moment tu acceptes de ne pas être optimal? Quand je suis bien bourré en fin de soirée, ça c'est sûr. Voilà. C'est pas une volonté d'être optimal, en fait. C'est que à chaque instant, tu te retrouves face à un choix ou un autre, toi, ou une multiplicité de choix. Et en prenant celui que tu considères être le plus adéquat, enfin, quelque part souvent le plus exigeant, pour revenir à ce que je disais au tout début, c'est souvent celui-là qui t'apporte le plus de facilité. C'est le paradoxe, en fait, ou la dualité, justement, parce qu'on veut toujours tout opposer. Mais c'est la dualité de ça, c'est que finalement, en faisant le choix le plus exigeant, tu as souvent la plus grande facilité. Et d'ailleurs, mon histoire, elle est très liée à ça. Au démarrage, quand il a fallu faire des choix, moi j'ai eu deux choix. C'était soit utiliser le système, soit devenir marginal. Ça, c'est quelque chose que déjà ado, je conscientisais. Je me rendais bien compte que j'avais un bug avec tout ce qui se passait autour de moi, sans être complètement fou, hein, et qu'en fait, ça allait pas le faire. Et donc, soit je m'adaptais et j'utilisais le système, donc tu as bien compris que je suis rentré à fond là-dedans, soit j'étais marginal et c'était un choix envisageable, mais je me suis dit, finalement, j'allais peut-être plus lutter dans ce choix-là. Et donc, je te dis, en fait, j'ai pris le choix de facilité qui était d'être le meilleur. Tu vois, la dualité du truc. C'est qu'aujourd'hui, en faisant tout ce que j'ai fait, ma vie est bien plus facile que si je ne m'étais pas bougé le cul, quoi. Tu vois, c'est ça la conclusion, le truc à retenir, c'est qu'en faisant tout ça, en me faisant mal comme ça, tu vois, si on doit vraiment essayer de le tirer vers la difficulté, vers la douleur, eh bien aujourd'hui, j'ai une situation qui est bien plus agréable, que ce soit intellectuellement, financièrement, personnellement, en termes de santé. Tu vois, le sport à 7h du matin quand ton fils il t'a pas fait, tu vois, c'est pas facile, mais ça me permet justement, c'est ce qu'on disait, d'avoir un corps qui m'aide bien, quoi, tu vois, qui suit, quoi, tu vois. C'est ça l'idée derrière. Ouais, c'est bien plus facile maintenant. Ta vie elle est bien plus facile d'avoir pris le chemin le plus dur à l'époque, ouais. Mais c'est vrai. Et c'est un truc qui est hyper classique, surtout chez les entrepreneurs, c'est que c'est un discours que j'ai souvent avec ma compagne, on partage beaucoup là-dessus. Mais en fait, ce que je vis maintenant n'est pas le fruit du travail que j'ai fait cette semaine. C'est toute la nuance qu'on a dans les entrepreneurs. Ce que je vis maintenant, c'est ce que j'ai mis en place il y a 5 ans. Et pourquoi je travaille comme un malade en ce moment? En fait, c'est parce que je prépare. J'ai envie que dans 5 ans, ça soit meilleur. Chacun définira ce qui est meilleur. Hein, tu vois,
plus d'argent, plus de liberté, plus de, tu vois, j'en sais rien, moi, plus de reconnaissance. Tu mets tous la pyramide de Maslow, tu vois, tu peux l'empiler comme tu veux. Mais c'est ça l'idée qu'il y a derrière, quoi. Tu prépares la suite et qu'en fait, tu sais que si tu fais pas ce qui te semble être le meilleur choix aujourd'hui, si tu tombes dans la facilité, bah, en fait, tu vas le payer dans quelques temps, quoi, très vite. C'est très clair. Et du coup, les prochaines étapes chez toi, ça va être quoi? Oh my God, quelle question. C'est une excellente question, Gérald. Les prochaines étapes, je crois pas qu'il y ait des prochaines étapes. Je pense pas qu'elles soient fixées comme ça. Tu vois, il y a des en termes entrepreneurial, il y a la croissance. Je peux te parler des projets, ce qu'on disait, qui peut intéresser. J'ai vraiment cette volonté. Je fais un petit virage vers là, c'est le bon moment. J'ai vraiment cette volonté de développer des outils qui permettent aux gens, quel que soit leur profil, tout comme en fait, tu vas être sportif du dimanche ou sportif de haut niveau, tu vois, en fonction de ce que tu vas faire, et ça va te permettre d'avoir le mieux de tes facultés physiques. On souhaite avec l'équipe développer les outils qui vont permettre à la personne qui est la moins intéressée par la finance, tout comme celle qui veut devenir multimillionnaire, de comprendre par où elle peut passer, de comment elle peut le faire, sur des trucs simples. Tu vois, la pire erreur du salarié standard qui s'intéresse pas du tout à l'argent, c'est que il prépare rien en termes d'épargne et de retraite, alors qu'il y a des outils très très faciles pour ça, qui peuvent faire la différence. C'est-à-dire, on peut démontrer mathématiquement que tout ce que tu vas gagner avec ton salaire, tu peux gagner l'équivalent en faisant juste des économies. Tu vois. Donc, je te passe le discours, toi, tu le connais très bien. Et vraiment, c'est des bêtises comme ça qui à la fin peuvent changer une vie, peuvent changer 30 ans de retraite, etc., etc. Donc voilà, là, le projet sur lequel on est beaucoup, c'est ça. Sur l'aspect marchand de biens, bah, c'est le développement de l'activité. Là, on passe des caps. À terme, ce qu'on aimerait, c'est que si cette société, elle a des capacités financières très importantes. Dans l'immobilier, c'est tout de suite des chiffres colossaux. On est tout de suite en millions d'euros, des choses comme ça. Bah, ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir mettre de l'argent dans des choses beaucoup plus futiles d'un point de vue entrepreneurial, mais beaucoup plus intéressantes, qui vont être tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est concepts architecturaux ou environnementaux. Tu vois, c'est toujours l'idée de fond. Alors, il faut répondre à la finance d'abord, hein. L'homme s'efface devant la finance, comme m'a appris quelqu'un à mes dépens. Mais c'est l'idée qu'il y a derrière. En fait, l'idée, c'est d'être utile, quoi, à un moment donné. Mais ça passe par, si tu veux aider une petite mamie à traverser ou porter quelqu'un qui a besoin de monter les marches, bah, il faut que tu sois en forme. Donc, je reste sur ce parallèle. Si tu veux avoir un impact d'un point de vue entrepreneurial, bah, il faut que tu aies des ressources financières. Donc, on essaie de développer ça, voilà, en essayant que ça soit pas, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, une course sans fin, et c'est toujours, et de garder l'équilibre pro-perso. Mais voilà, qu'est-ce que je peux me souhaiter, bon, là c'est Covid, donc je peux me souhaiter de reprendre les petits voyages de 4-5 semaines en van avec ma compagne et les enfants, tu vois, des choses comme ça, de repartir à l'autre bout du monde, découvrir toujours plus de différences, tu vois, toujours plus d'éveil. Mais continue comme ça me va très bien. Ne changez rien. C'est top. Si on veut te suivre, regarder un peu ce que tu fais au quotidien, et si on veut voir ce que tu proposes en termes d'accompagnement, où est-ce qu'on peut te trouver ? Le plus bateau, si vous voulez pas retenir le reste, c'est juste Jean Laplace Immobilier sur un bon moteur de recherche. Normalement, vous allez trouver sur quelque chose qui correspond. Là, aujourd'hui, il y a Instagram, jean.laplace. Le site internet, mais on est en plein branding, justement, à cause de ce grand projet. On veut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus marqué. Donc aujourd'hui, c'est investir-et-immobilier.com, donc avec des traits d'union entre les trois mots. Voilà, YouTube qui est en arrivée là. Il faut que je m'y mette. Il y a vraiment plein de choses à dire, mais bon, déjà venez sur Instagram ou sur le site internet, il y aura tout. Et oui, effectivement, derrière il y a toute l'équipe qui se fera un plaisir de répondre aux questions. On a dans l'équipe un conseiller qui est là pour voir dans quelle mesure on peut aider les gens. Tu vois, ça c'est aussi la grande différence avec ça. C'est un sujet qu'on connaît tous les deux, entre l'ancien système où en fait tu avais quelqu'un d'équipe qui voulait tout de suite te refourguer un truc et il fallait que tu partes avec et paye s'il te plaît en une fois. C'est plus du tout l'état d'esprit maintenant, et il y a beaucoup de business qui vont dans ce sens-là et c'est tant mieux. L'idée c'est de voir quel est ton objectif, quelles sont tes frustrations, et par rapport à ça, comment nous on peut t'aider ou pas. Tu vois. Voilà, et ça c'est génial. C'est un beau changement dans les business. Bon, je crois que t'as pris un peu trop au pied la lettre quand je t'ai dit qu'il fallait être sérieux dans cet épisode. Attends, tu me donnes que des questions qui vont au plus profond de mon être. Alors moi, je te le fais comme voilà. Après, prochaine fois, on vient déguisé. Déguisé. Ah, moi, alors il y a j'ai des super dossiers, tu sais, parce que bon, si vous êtes en podcast, vous voyez pas, mais j'ai
j'ai plus de cheveux à la barbe que sur le caillou. Ouais. Tu vois, ça passe. Il y a des blagues qui passent comme ça finalement. Et ouais, j'ai des super photos avec ma tronche, avec une tronche de commercial des années 80. Tu vois, je te ferai passer ça. Ouais. Merci beaucoup. Ah bah, écoute, Gérald, avec grand plaisir. C'était top. Et puis, à bientôt. Bye bye.